Une symphonie de tronçonneuses ce dimanche au cœur de la Bresse. Elle a débuté vendredi soir, la 30e édition de ce que l'on appelait autrefois le Festival international de sculpture sur bois, désormais dédié à la sculpture sous toutes ses formes. Petit à petit, on a rajouté des matériaux et même quelquefois des composites. On peut travailler le bois avec le fer, enfin faire des mélanges comme ça. On a eu de la laine aussi. Il y a une sculptrice qui gardait de la laine pour faire une sculpture. Enfin, voilà. Et donc on essaye chaque année d'apporter quelque chose de nouveau. Et justement, la grande nouveauté cette année, c'est cette immense réalisation en sable sur laquelle travaille Samuel Giraud, champion du monde 2020 de sculpture sur glace. La base reste la même, après on aime bien changer de matière, voir un peu les différentes techniques parce que c'est quand même pas la même chose. Mais bon, c'est bien, ouais, on se relance des défis supplémentaires. Ouais. Sur sable donc, sur bronze, sur métal, sur pierre, sur brique et bien évidemment sur bois avec le traditionnel symposium. Chaque artiste travaille la matière à sa manière tout en s'intéressant souvent au savoir-faire des autres. C'est aussi l'intérêt du festival Camille Claudel. Tu vois les autres travailler, il y a l'ambiance artistique et les artistes se comprennent aussi, c'est ça qui me plaît. Et ça me permet aussi de montrer mon savoir-faire aussi, voilà. On se nourrit un peu du savoir-faire des autres aussi? Oui, également, oui. Voir comment ils font et tout, les techniques, ouais, là c'est super. Ouais. Tous les sculpteurs aujourd'hui, voilà, ils apprennent aussi bien ceux qui font du bois ou de la pierre, ils apprennent eux-mêmes ce qu'ils font et le fait de partager aussi avec les autres sculpteurs différentes techniques et également sur les matières. Ils sont déjà venus nous voir aussi en disant ouais, sur le sable, c'est comment on fait. Et moi pareil sur le bois ou sur la pierre, même si j'en ai déjà fait un petit peu, mais pas comme eux, ouais, parce que eux c'est vraiment leur métier, ils sont professionnels là-dessus. Ouais. L'outil est un outil, et puis après c'est ce qu'on y met nous au bout de l'outil qui va faire que ça va être très différent. Mais c'est toujours enrichissant parce que on croit toujours tout savoir lorsqu'on arrive à un certain âge, et en fait on sait qu'on ne sait rien, quoi, en fait. Pas grand-chose. Il nous reste beaucoup à apprendre encore. Le public en tout cas jusqu'à dimanche pour voir évoluer les œuvres des uns et des autres. Il pourra également assister à des conférences, des rencontres, des démonstrations et découvrir à la Maison de la Bresse quelques réalisations des invités d'honneur des 10 dernières éditions. Ils sont de retour dans la forêt de Haguenau. 4 ans plus tard, le hanneton grignote à nouveau les feuilles et les racines des arbres. Un danger pour la forêt, car le hanneton accentue le dépérissement des végétaux. Cet insecte peut par exemple dévorer jusqu'à 60% du système racinaire d'un végétal. Les racines sont mortes, ont été mangées par le hanneton forestier pendant sa phase larvaire qui dure 4 ans. Pour les adultes, ils mangent les feuilles des chênes et des feuillus qui sont à proximité de leur lieu d'envol du sol. Il n'existe pas de solution miracle pour venir à bout de cette invasion de hannetons. Si certains pays usent de produits chimiques pour l'éradiquer, cette pratique est interdite en France. Alors, en attendant de trouver une solution pérenne, l'heure est à l'étude du terrain et du comportement de cet insecte, à l'aide notamment de pièges disséminés dans la forêt. Ils vont se cogner au piège et vont tomber dedans, ce qui va nous permettre d'estimer le nombre de captures par la suite. Une étude qui a pour objectif, à terme, de trouver un moyen de lutte légal et durable face à la prolifération du hanneton. La stratégie, c'est plutôt sur la gestion des peuplements qui sont impactés par la présence du hanneton. Ça peut être le mélange d'essences, ça peut être une meilleure structure qui permet d'éviter justement de limiter l'accès des femelles au sol pour aller pondre. Donc en amenant plus de sous-étages, en essayant d'adapter les forêts, de les modifier, de les transformer un peu pour qu'elles soient moins attrayantes pour les hannetons. Le pic de prolifération du hanneton a été atteint cette année. Un nouveau recensement sera ainsi effectué dans 4 ans, le temps que les larves de hanneton prennent à leur tour leur envol. Une fois les panneaux solaires installés, fin septembre, ce hangar agricole permettra de produire l'équivalent des besoins électriques de 12 foyers. La FDSEA a accompagné l'achat groupé pour 17 projets de ce type. Hormis la contribution à la fourniture d'énergie renouvelable, cette première pour ce syndicat répond surtout à des besoins
purement agricole. C'était la réflexion d'apporter plus à la cotisation au niveau de la FDSE. La deuxième, c'était de répondre à un problème économique sur notre département, puisqu'il y avait des silos d'une structure agricole qui fermait, donc des recherches de besoins de stockage sur les exploitations. Les panneaux solaires, ça sert en fait à payer la structure du bâtiment. On a été sur le terrain, on a rencontré des agriculteurs, on a senti qu'ils attendaient un service autre que la défense syndicale qu'on a mis en place. Optime Projet, et j'aurais imaginé qu'on puisse avoir 17 projets et surtout que l'on sait aujourd'hui qu'on a des nouvelles demandes d'agriculteurs pour des projets. Donc ça veut dire qu'on est en pleine réussite. Si l'achat groupé a permis d'obtenir des rabais estimés à un quart de leur tarif habituel, le coût et la prise de risque restent importants. Fondation, murs et toiture, ici l'investissement s'élève à près de 170 000 € pour cet agriculteur. Je voulais faire un bâtiment pour stocker. Je voulais aussi faire du solaire, mais je ne me voyais pas tout seul partir dans l'aventure. Le solaire, c'est quand même, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et je ne voulais pas prendre de risques non plus. Le point de départ, c'est comment on le fait. Il y a des questions techniques, il y a des questions financières, juridiques qui se posent. Et en même temps, de pouvoir s'adapter à un contexte de production d'énergie renouvelable qui est réglementé, qui est un peu contraint. Pour répondre aux besoins des agriculteurs, le syndicat a créé des entreprises en SAS et noué un partenariat avec des spécialistes dans les domaines du photovoltaïque et de la construction. Étude des possibilités de raccordement au réseau, aide réglementaire, ce groupement facilite le passage de l'idée au concret. C'est plus simple parce que nous savons où il faut taper, quelle porte il faut taper. Nous, on lui propose de faire une préétude, on voit si techniquement c'est réalisable. L'agriculteur fait l'apport à la SAS. Nous avons des agriculteurs dans le groupe qui n'auraient pas pu faire le projet seuls, les banques ne leur auraient pas prêté l'argent pour réaliser le projet. S'il y a un problème technique sur un des bâtiments, les autres centrales tournent quand même. Tous les associés sont répondants à l'emprunt, donc ça rassure la banque. D'autres installations sont en cours de préparation. Des agriculteurs marnais ou lorrains, également intéressés, ont pris contact avec la FDSEA de l'Aube. On a bien sûr parlé avancée médicale, mais c'était avant tout une journée de rencontre et de partage pour le comité 88 France Parkinson qui, samedi dernier, dans le cadre de la journée mondiale consacrée à cette maladie, proposait un forum à la rotonde de Thaon-les-Vosges pour rompre l'isolement des malades et de leurs proches. Et puis leur offrir aussi la possibilité de se dire je suis encore capable de pas voir ce qu'ils ont perdu, mais voir ce qu'ils peuvent encore faire. De nombreux ateliers étaient organisés lors de cette journée qui ont permis de tester des activités comme cet instrument de musique assisté par ordinateur qui stimule les fonctions cognitives et aide au bien-être des patients. Pendant qu'ils jouent, en fait, ils oublient leur maladie et donc ils se font plaisir et les tremblements peuvent disparaître. La musique, il aimait ça. Et puis là, ça fait quand même depuis qu'il est malade, il n'en joue plus du tout, c'est fini. Et là, il ne voulait pas trop jouer. Et puis je vais avec toi, on essaye, et du coup, il s'aperçoit qu'il aime. Des professionnels de maisons de retraite sont aussi venus chercher des idées pour l'expression artistique, comme ici, le théâtre de marionnettes. Et pourquoi pas aussi faire des liens. Nous, on pourrait peut-être aller voir aussi comment ça se passe chez eux, faire venir des résidents. Laurent, lui, est resté un sportif, atteint de la maladie depuis 6 ans. Il s'est essayé au tennis de table, mais sa passion, c'est le vélo. Il y a 2 ans, j'ai fait 6000 km sur mon vélo d'appartement. Mais non, je me sens bien une fois que j'ai fait une trentaine de kilomètres. C'est bien. Il y avait ce jour-là des anonymes, mais le comité Vosges Parkinson a reçu également la visite d'une personnalité, Jean-Pierre Descombes, qui animait les célèbres jeux de 20 heures dans les années 80. L'animateur télé apprend il y a 10 ans qu'il est atteint de Parkinson. Il va tout d'abord cacher sa maladie, mais il a le courage, aidé par Cyril Hanouna, de reprendre son travail avec une énergie communicative. Alors, le regard des autres, pour une personne qui est connue, moi j'ai eu la chance, je dis ça entre guillemets, c'est pas pour me flatter, mais de faire partie, grâce aux émissions très populaires et à l'écoute qu'on avait, d'être entré dans la mémoire collective. Les gens, ils me reconnaissent. Des fois, ils disent pas mon nom, mais on a déjà vu ce gars-là quelque part. Mais je t'assure, Raymond, on le connaît ce gars-là. Bon, bref. Et dès que je parle de Maître Capello,
Mais bien sûr, c'est les jeux de 20 heures. Ah, mais il a changé, hein. Il a vieilli, mais il est toujours là, toi. Cette journée de sensibilisation était essentielle car la maladie de Parkinson est en constante augmentation. En France, 2% de la population en souffre, près de 1400 personnes dans les Vosges. C'est la deuxième cause de handicap moteur après les AVC.